Bonjour à tous, nouvelle battle avec un collectionneur. J'ai le plaisir d'accueillir Hugues aujourd'hui. Salut Hugues. Salut Xavier, heureux d'être avec toi ici. Moi je suis super excité, j'ai l'impression que tu as trois superbes montres à nous présenter. C'est lesquelles? Alors, on a une Submariner de chez Rolex, une Black Bay Tudor spéciale édition Harrods et une Grand Seiko GMT de la ligne héritage avec un mouvement high beat. Aïe 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 aïe, trois montres, bracelets, acier, ça va envoyer jingle. Bon Hugues, je crois qu'on est tous chauds comme des dingues. Tu démarres avec laquelle? On va commencer fort, on va commencer par la Submariner. Alors, Submariner, il me semble que c'est une Submariner un peu spéciale puisqu'elle n'a pas de date. Voilà, c'est la fameuse 114-060, son nom de code. Donc c'est la Submariner actuelle, no date, avec la lunette céramique, la fameuse lunette céramique qui fait un petit peu débat. Donc, Elle fait débat, pourquoi? Parce qu'elle brille, hein, regarde là, là c'est le verre saphir, mais effectivement elle est clinquante. Hein. Tu crois que c'est devenu une montre, m'as-tu vu la Non, Submariner? non, pas du tout. Justement, ça va me permettre de pousser mon petit coup de gueule parce que c'est quelque chose pour lequel je suis très attaché. Cette lunette, moi céramique, elle me plaît beaucoup et je trouve qu'elle fait la différence parce elle a une très belle finition. Tu vois, elle est invariable, inaltérable. Alors effectivement, les fans de vintage disent souvent oui, mais ça n'a pas de charme, ça n'a pas de charme, le charme du vintage. Moi, il faut m'expliquer en quoi une 14060 a plus de charme que cette montre. Parce que grosso modo, elle a le même cadran. Alors effectivement, elle a une lunette en alu qui va se rayer, Attends, qui va prendre des coups. elle a le même cadran. Celle-là, elle a les gros plots blancs, quoi. Elle a le fameux Big Die, là. Les index un petit peu plus gros, Ouais. ouais. Mais ce qui lui donne une très belle lisibilité, notamment nocturne, avec Mais le là, Chromalight. là, on est en pleine journée. Hein. Est-ce qu'elle tourne, cette lunette? On va l'écouter un petit peu. Ouais, elle tourne et elle ne tourne pas dans l'autre sens. Bon, bah, c'est donc bien une montre de plongée. Tu l'as achetée il y a combien de temps? Alors, je l'ai acheté en 2013. Voilà, ça fait 7 ans que je l'ai, peu après sa sortie, puisque je Ouais. crois qu'elle est sortie en 2012. Oui. Pour les petits détails techniques, elle est équipée du calibre 31-30, qui a à peu près 48 heures de réserve de marche, hein, qui est ultra éprouvé. C'est un calibre ultra éprouvé chez Rolex. Ouais. Voilà, elle a pris un petit peu d'embonpoint par rapport à l'ancienne génération, mais je trouve que c'est quand même une montre qui est plutôt fine par rapport Ouais. au standard actuel. Quand tu dis de l'embonpoint, tu parles des cornes hein, ici qui sont nettement plus larges. Hein. Oui, absolument, Xavier. Les cornes sont un petit peu plus larges. Après, la montre en elle-même, le protège-couronne est un petit peu différent, aussi un petit peu plus large. Mais elle est pas, c'est pas une grosse montre. Voilà, elle est très agréable à porter. Ouais. Elle a un bracelet qui est, à mon sens, juste fabuleux hein, en termes de réglage, en termes de finition, par rapport là pour le coup à l'ancienne génération. Voilà, on a le fameux réglage Glide Lock qui permet de la mettre facilement sur une combinaison de plongée. Ouais. Voilà, et puis Tu fais de la plongée? non, si, ça lui arrive de plonger à 4-5 mètres quand il faut aller décrocher l'ancre du bateau de location l'été coincé entre d'accord. deux cailloux. Mais je n'ai pas ce plaisir. Ouais, j'ai cru que tu allais me dire ça lorsque tu fais la vaisselle dans ton évier. Non, mais c'est vrai que comme ça, en la tenant, effectivement, c'est extrêmement agréable. On sent la robustesse, etc. J'ai vu qu'elle était gravée dessous. Absolument, Hein, oui. c'est à l'occasion d'un cadeau, c'est quoi? Non, en fait, ça a été le hasard. Sur une compétition sportive, il y avait un stand Rolex, et puis ce jour-là, ils offraient gratuitement la gravure du fond de boîte, donc j'en avais profité pour faire graver mon prénom dessous. Mais Voilà, attends, t'es en train de dire qu'il y a une époque, il y avait des Rolex professionnels dans des points de vente? non, là, moi j'avais la montre. Ils m'ont juste proposé de me la graver. Voilà. D'accord, ok. Et comment tu l'as acheté justement? Mais je te confirme qu'il y avait des Rolex. J'ai connu une période où cette montre était en boutique. Était Et on pouvait disponible. l'essayer, elle était disponible. Voilà. Tu disais bonjour.
Et il y avait de quoi faire. Quand je l'ai acheté, c'était le cas. Ouais. On pouvait l'avoir assez facilement. Puis maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué. D'accord. Mais si tu veux, la Submariner, c'est quand même une montre qui m'a toujours attiré. Ouais. Je me souviens, dans les années 90, je louchais déjà dessus. Alors à cette époque-là, le prix devait être à peu près de 3 500 €. Hein. Ouais. Elle a bien augmenté depuis. Là, tu vas faire mal à tous les abonnés. Vous vous souvenez, hein, les amis, l'objectif, c'est de savoir un petit peu ce que Hugues pense de cette montre. Hein, et à la fin, vous aurez l'occasion de voter pour celle-ci ou pour l'une des deux autres. Donc, c'est un peu l'aboutissement, en fait, pour toi d'avoir cette montre. Tu l'aurais eu un jour ou l'autre. C'est un peu ça? Oui, c'est une montre qui, voilà, je t'ai dit, depuis. Alors, je ne pouvais pas me la payer dans les années 90, et puis quand j'ai pu me l'offrir, c'est une montre qui, pour moi, est mythique. Voilà, c'est la montre de plongée, et puis le mythe par excellence. Et je trouve qu'elle est très, très sobre. On reproche souvent à Rolex son côté bling-bling. Très sincèrement, je ne vois pas dans une Submariner un côté bling-bling. On n'est pas sur une D-Date en or. Jaune, voilà. Ouais, Donc, oui. Alors, petite question, pourquoi une no date? alors, je préfère, je trouve que c'est plus sobre. Hein. Déjà, la date, ça tu as eu l'occasion de l'évoquer plusieurs fois, mais la date sur une montre de plongée, c'est un gadget qui, si on reste sur la plongée même, qui n'a pas d'intérêt, je la trouve plus équilibrée à no date. Ouais. Et en plus, elle est plus proche de la sub originale des années 50. Qui n'avait pas de date. Voilà. D'accord. Donc pour moi, c'était la no date, sans cyclope, sans rien. Ok. Combien ça coûte ça comme montre aujourd'hui? Prix catalogue aujourd'hui, on est à, je crois, ils ont augmenté début février à 7 450 € maintenant. D'accord. Tu te souviens quand tu l'as acheté, à quel prix elle était? Ouais, je l'ai payé 5 600 €. Waouh! Donc Ouais, ça fait quoi? Ça fait quoi? Quasiment 2000 € d'augmentation? Quasiment 2000 €. En combien d'années? En 7 ans. En 7 ans. Ouais, en 7 ans. D'accord. Si tu devais ne retenir qu'un petit détail sur cette montre, ce serait lequel? Je l'ai rapidement évoqué, c'est la lunette. J'aime beaucoup cette lunette céramique. Déjà une qualité, une finition exceptionnelle, hein, voilà, Ouais. sur la lunette. Inrayable, inaltérable. Et ça, moi je trouve que c'est un plus, même si ça peut avoir moins de charme que de l'alu. Et puis elle donne un petit éclat à la montre que certains vont pas aimer parce que ça brille. Et moi c'est ce qui me plaît, cette lunette. Voilà. Ok. Ce qui est bien, ce que je trouve intéressant, moi, c'est qu'elle a le bracelet Oyster qui est entièrement satiné, hein, et pas polymiroir et satiné comme sur une GMT Master 2. Hugues, tu nous as bien décrit et présenté cette montre. Si tu devais en vraiment 15 secondes maximum, pourquoi les abonnés devraient voter pour celle-ci? Ouais, parce que c'est le mythe en fait. C'est la montre qui est reconnaissable entre mille, qui fait rêver depuis plus de 50 ans ou 60 ans, qui est intemporelle, qui traversera les générations, qui pourra être transmise, et puis dans 40 ans ou 50 ans, les prochaines générations, que ce soit mon fils ou mon petit-fils, pourra la faire réparer. Enfin voilà, c'est une montre à vie. Et dont le design ne sera jamais périmé et dépassé parce qu'elle est très classique. Rassure-moi, tu restes dans le règlement de cette battle, tu n'es pas en train d'inviter les abonnés à voter pour celle-ci. Là, tu viens juste de résumer pourquoi faudrait-il le faire. Voilà, absolument. Ça marche. Mais on va voir qu'elle a quand même de la concurrence. Ça marche. Allez, on enchaîne avec la Tudor Black Bay. Ouh là là, mais dis donc, elle a une lunette verte. Elle a une spécificité, ouais, effectivement, c'est une Tudor Black Bay Harrods Edition. Ouais. Donc c'est un modèle qui a été fait et qui a été vendu uniquement chez Harrods à Londres. Donc Harrods, le grand magasin tricentenaire, peut-être même plus quadricentenaire à Londres, un peu une sorte de galerie Lafayette, hein, mais où depuis toujours ils ont un rayon horlogerie absolument magnifique. Ouais, hein. Qui est exceptionnel. Et donc la couleur de la lunette, c'est la couleur Harrods, c'est le vert Harrods. C'est le vert. Voilà, donc il y a les petites spécificités de ce modèle-là, c'est la couleur de la lunette, ouais. La profondeur, les 600 mètres, les 660 feet et les 200 mètres écrits en vert, et puis on voit le bout de la trotteuse aussi qui est vert. Voilà. Ah, tu fais bien de le noter puisque je ne l'avais pas remarqué. Est-ce à dire que c'est ton petit détail que tu préfères sur cette montre? Alors je vais être assez... c'est un petit peu pareil que la Sub. J'aime beaucoup cette lunette verte.
Je trouve que le verre est très très beau. Pour moi, il est plus beau que le verre d'une Kermit chez Rolex, d'une Sub, parce qu'il est plus sobre. Ce petit côté vert olive lui va très bien. Et c'est un détail qui me plaît beaucoup. Alors après, les deux petites touches, les deux, trois petites touches de la signature Harrods sont un petit plus. C'est des petits détails qui comptent. Mais là aussi, la lunette a pour moi apporte quelque chose. Et puis, la rend différente des autres modèles Black Bay. Et tu vas voir sur le fond, tu as le H d'Harrods qui est gravé sur le fond de boîte et qui là aussi amène sa petite touche avec. Alors c'est une série qui n'est pas limitée, mais c'est une série numérotée. Chaque montre a son petit numéro. Ouais, donc tu sais, forcément, là, il faut essayer de chatouiller un petit peu les fans de Rolex. On est sur une montre qui est en termes de forme, qui est extrêmement proche, un cadran qui n'est pas très éloigné. On pourrait dire rapidement il est très proche, mais on voit bien qu'il est quand même différent. Raconte-nous comment tu l'as eu, cette Tudor. Alors, cette Tudor, j'ai vu dans un article de presse qu'elle sortait. Et je me suis positionné sur la liste d'attente assez facilement, avec un coup de téléphone chez Harrods. Et ils m'ont appelé, c'était un vendredi. Il fallait le dimanche être allé chez Harrods à Londres pour la récupérer. Donc pour la petite histoire, j'ai pris mon billet aller-retour avec l'Eurostar. Et me voilà le samedi, alors je m'en rappelle, c'est le 17 mars 2018, chez Harrods pour récupérer cette montre. C'est un voyage plutôt agréable. Et c'est aussi un souvenir parce que j'ai fini en attendant mon train dans un pub anglais en train de boire une pinte de Guinness et avec la victoire de l'Irlande à Twickenham qui réalisait le Grand Chelem. Donc le rappel du verre irlandais et sur la lunette. Et comme le disent les Irlandais à maintes reprises, everything but England, lorsqu'il s'agit d'une rencontre sportive entre l'Irlande et l'Angleterre. On va écouter la lunette quand même. Absolument. Ah, vous remarquez, elle ne fait pas le même bruit que sur la Rolex. Là, on a un son un petit peu plus grave. On la remet en place et effectivement, elle est monodirectionnelle, comme toutes les montres de plongée. Donc, elle est un peu moins étanche quand même que la Sub. Voilà, oui, on est à 200 mètres. Par contre, alors bon, elle a plein d'atouts cette montre. Voilà, déjà, elle a un côté vintage qu'on n'a plus la Submariner. Elle a tous les codes du vintage en fait, cette montre. Ah ouais, lesquels? Alors, elle a pas de protège-couronne. Elle a un cadran gilt. Tu vois. Elle a des index qui sont jaunis aussi, comme une vintage. Elle a un cadran sablé qui n'est pas typé peinture, tu vois, qui est mat. Truc difficile à voir quand même sur les images, mais effectivement en réel, c'est le cas. Qu'est-ce que tu penses de cette aiguille Dazer dite Snowflake? Moi j'aime beaucoup. Et la trotteuse des secondes? Moi j'aime beaucoup, c'est la signature de Tudor, voilà, l'aiguille Snowflake, ça fait partie de l'ADN de Tudor, même si les premières avaient des aiguilles Mercedes, mais je trouve que c'est l'ADN Tudor. J'aime beaucoup voilà, ce que tu montres là, ce plan sur la couronne et la rose qui, malheureusement, je trouve que c'est un petit peu dommage, a disparu du cadran au profit du bouclier. Mais le bouclier et la rose font partie de l'emblème Tudor historiquement. C'est l'un ou l'autre. Tout ça a changé et évolué avec le temps. Et à un moment, ça a même été une rose à l'intérieur d'un bouclier. Quand je regarde la boîte, les anses, là, les cornes, etc., c'est un petit peu plus travaillé que sur la Submariner. Là, ici, là, sur la tranche, il y a un poli, un brossage différent, un brossé sur le bracelet. Et on a un petit peu l'impression d'avoir un bracelet. Attention, vous allez me dire que c'est horrible ce que je dis, mais un bracelet Oyster un peu inspiré des riftés. Non, mais c'est le cas. Mais je trouve que ça fait partie du charme de la montre. Quand je te disais qu'il y a un côté vintage, on retrouve ce bracelet rifté des premières Rolex et des premières Sub. Et pareil, il y a une qualité de finition d'aujourd'hui. Voilà, avec des standards, effectivement, on retrouve de l'ADN Rolex parce qu'on a des standards Rolex. Qui sont très très bons. Je suis d'accord avec toi, le bracelet est un petit peu plus travaillé que sur la Submariner puisqu'on a
un très beau chanfrein sur les arêtes. Ouais, c'est ça. Ouais, on a Il est vraiment... précis, Hugues, hein, quand même. Ouais. Je ne cherchais le terme et c'était le chanfrein. Est-ce que tu as remarqué un petit détail? Parce que regarder les montres comme ça, c'est vraiment sympa. Est-ce que tu as remarqué ici la forme caractéristique? À gauche de Tudor Genève, on voit la forme du bouclier Absolument, de Tudor. Oui, effectivement, tu fais bien de le faire remarquer. Le souci du détail est quand même assez poussé sur cette montre. Et très sincèrement, on a le côté vintage avec la technologie d'aujourd'hui. J'ai pas parlé du mouvement à l'intérieur. On a un mouvement manufacturé, les derniers mouvements manufacturés Tudor, qui doit être le 5602. Oui. C'est pas le mouvement, excuse-moi de te couper, Hugues, qui a été développé en partenariat avec Breitling? Non, alors en fait, ils vendent ce mouvement à Breitling et Breitling leur vend le mouvement chronographe, leur B01. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le mouvement élaboré chez Tudor. Super mouvement, une précision équivalente. Une précision équivalente à la Rolex, hein, puisque tu vois sur cette montre, je suis à peu près à moins de 2 secondes par jour. Donc c'est dans les standards Rolex et largement dans les standards du COSC. Et 70 heures de réserve de marche, ce qui me paraît rien, mais par rapport aux 48 heures de la Submariner, c'est un plus qui est non négligeable, le fameux je la pose le vendredi soir. Et celle-là, si tu la récupères le lundi matin, elle est toujours à l'heure. Tu n'as pas besoin de la remettre à l'heure. D'accord. Et très sincèrement, en termes de rapport qualité-prix, on a un produit qui est exceptionnel. Tu es à quel prix là-dessus? On est maintenant, ça doit être... de toute façon, ouais, cette édition en Rhodes, c'était au prix catalogue des autres Black Bay. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit être à moins de 3 500 €. Ce qui est exceptionnel. C'est moitié moins cher qu'une Submariner. C'est plus de la moitié moins cher qu'une Submariner. Mais là, c'est 3 500 €, Hugues. C'est le prix de cette série limitée ou c'est le prix d'une Black Bay C'est le prix d'une Black Bay, mais la série limitée, quand je l'ai achetée, elle était au prix, il n'y avait pas de surcoût. Elle était au prix de la Black Bay, la lunette rouge, la lunette bleue ou la lunette noire. D'accord. Les modèles qui sont aussi... Donc on a finalement ici très clairement une Tudor qui est complètement dans l'ADN Rolex Tudor, mais qui ne reprend plus la même couronne, le même fond, etc. Moi, ça me donne le sentiment que Tudor est avec cette Black Bay, avec la Pelagos, qui est en titane. Donc c'est finalement le seul modèle de Tudor et du groupe Rolex. C'est le seul modèle du groupe en titane. Qui est en titane, que c'est un peu le laboratoire d'innovation, etc. Ce qui est compréhensible, parce qu'avec un tel blockbuster qui est la Submariner, changer, évoluer, lancer un nouveau produit, ça peut être casse-gueule. Hein. Ça peut être le laboratoire, ouais, mais moi j'ai la sensation qu'ils font quand même ils veulent développer une vraie marque horlogère avec ses spécificités. Ils mettent beaucoup d'investissements dans la R&D. Alors ils profitent effectivement de Rolex. Dans le marketing, hein, puisqu'ils ont quand même signé David Beckham, Lady Gaga, All Black. Ah, tu vas me dire, c'est tout ça. Mais nous, on a Hugues qui nous présente cette montre et c'est bien mieux que David Beckham ou Lady Gaga. En 15 secondes, Hugues, pourquoi faudra-t-il que les abonnés votent pour cette montre? Parce que en fait, tu as grosso modo la même chose que sur une Submariner, avec le petit côté vintage, une qualité de fabrication et un mouvement digne de la maison Rolex et des plus grandes montres, et tu as un prix imbattable. Et puis, faut arrêter avec cette image de Tudor, c'est la Rolex du pauvre, Tudor, c'est ringard. Non, pas du tout. Tudor, c'est une vraie marque horlogère qui est très belle. Et puis qui a tous ses atouts, elle n'a pas besoin d'être ringardisée, et c'est pas du tout la Rolex du pauvre en fait. Et pour finir, tu vois, elle est plus exclusive que la Submariner, cette montre. Là les amis, je ne sais pas si vous arrivez à savoir quelle est sa montre préférée, mais en tout cas, moi je n'y arrive pas. En tout cas, c'est une très très belle présentation. Souvenez-vous, à la fin de cet épisode, vous serez amené à voter pour votre montre préférée et je compte bien évidemment sur vous. Alors Hugues, on va passer à quoi maintenant? Alors on va changer de continent puisqu'on va aller direction le Japon.
Direction Voilà en le Asie. Japon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une Grand Seiko, manifestement GMT. Quelle référence, Hugues? Alors, c'est une SBGJ 201, donc elle Ah, fait partie de la ligne héritage, en fait, de chez Grand Seiko, qui est la ligne héritage, c'est la descendante de la 44 GS, bien sûr, bien sûr, bien la sûr. fameuse montre iconique des années 60 de Grand Seiko qui a un petit peu lancé la marque. Alors, quand est-ce que tu l'as acheté? Pourquoi? Comment? Alors, c'est une montre que j'ai depuis très très peu de temps, puisque elle m'a été offerte par ma femme pour mes 50 ans. Donc, sans trahir de secret, il y a quelques jours, quelques semaines. Mais évidemment, Donc, elle a été fortement influencée. ouais, alors que tu as une Submariner No Date, hein, Ouais, une Tudor, donc deux montres, on va dire, plutôt sportives, bracelet acier, t'es reparti avec date, non, sans date, pardon. Là, t'es parti de nouveau avec une montre avec bracelet acier, mais clairement avec un ADN complètement différent, hein. Je ne sais pas si vous le voyez sur les images, mais ça n'a pas du tout la même forme. C'est ouais, très on peut voir caractéristique de Grand Seiko, tout ça quand même, hein. un boîtier, un travail sur le boîtier qui est exceptionnel. Le travail de finition sur le boîtier, on le voit sur les images. L'anglage sur le boîtier, enfin le soin qui est apporté à la fabrication, notamment du boîtier et de la montre tout court, hein. C'est du travail à la japonaise, c'est extrêmement précis, extrêmement bien fait. Là aussi, il faut. C'est quoi le petit détail alors qui te plaît le plus? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de Ouais, choses, hein. le cadran, Le dans cadran, son intégralité, qui est, à mon sens, exceptionnel. On a déjà tu as choisi le truc le plus difficile à présenter à l'image, quoi, hein. effectivement, Mais on voit, il est un peu, comment dire, granulé avec beaucoup de profondeur, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est ça, oui. Il est granulé. Alors, il est soleillé et granulé. Et il y a un travail sur le cadran qui est fabuleux quand on le regarde à la loupe. Enfin, moi, je suis en admiration parce que, de toute façon, c'est connu, Grand Seiko fait des cadrans qui sont parmi les plus beaux du monde. Et puis, bon, tout le travail en général, les index, il y a 9 facettes, je crois, sur chaque index. Donc, tu as une lisibilité diurne qui est exceptionnelle. Tu as un travail sur les aiguilles aussi C'est vrai elle scintille. Elle qui est scintille à tout fabuleux. point de Ouais. vue. Il y a partout des changements d'angle. Ça scintille de polymiroir, de brossé. Regardez, même ici, là, sur le Grand Seiko, sur le bracelet, il y a un énorme boulot là-dessus. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, c'est le moment pour moi d'aller sur une Grand Seiko? Au-delà de la complication, hein, tu nous diras après un petit peu la GMT ou pas, mais voilà, c'est une montre un petit peu plus petite que les deux autres. Exactement, un petit peu T'es en, plus t'es petit en que quel les autres. format? On a un 40 mm, mais peut-être un petit côté moins massif comme elle n'a pas de lunettes tournantes. Ouais, Écoute, comment je suis allé chez Grand Seiko, en fait, c'est ce que je conseille à tous les abonnés de la chaîne. Quand tu vas acheter une montre, ce qu'il faut, c'est l'essayer. ouais. Et tu vois, j'avais sélectionné plusieurs montres, puis je suis allé faire une journée d'essai, et il y a des montres que j'ai passées au poignet où il ne s'est rien passé. Et celle-ci, il y a eu quelque chose. Voilà. Il y a eu quelque chose. Je m'intéressais à Grand Seiko depuis quelques temps parce que je trouve que c'est une très très belle marque, méconnue et un petit peu sous-estimée, là aussi, un peu comme Tudor. Mais ils font des produits qui sont exceptionnels. Et je me disais pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que je vais arriver à franchir ce seuil psychologique d'acheter une Grand Seiko japonaise alors que je pourrais avoir une Rolex? Ben, très honnêtement, je le regrette, mais absolument pas. Tu vois, tu es sur le mouvement là. Alors, je vais parler un petit peu du mouvement. Donc, chez Grand Seiko, les mouvements, on bat à 36 000 alternances. Là aussi, c'est une volonté qu'ils ont. Sans être un expert en horlogerie, je sais que le 36 000 alternances, pour quel avantage il présente? Il amène de la précision. Par contre, techniquement, il est très compliqué à entretenir parce que ça s'use plus vite. C'est plus instable. Bien sûr. Et donc, c'est là aussi l'effort qu'ils ont fait de développer un mouvement en 36 000 alternances. Voilà, les places Ouais. Mais très haut. le iBeat chez Grand Seiko et Seiko, ça fait quand même des années qu'ils y sont, Ouais, hein. depuis les années 60, ils sont Ouais, sur la Heatbeat. ouais. Un dernier petit truc pour une information pour les abonnés. En termes de précision, écoute, je l'ai mesuré sur 8 jours. Sur 8 jours, j'ai perdu 3 secondes. Pas 3 secondes par jour, j'ai perdu 3 secondes en 8 jours.
Donc la précision est à la hauteur de la qualité de réalisation de l'ensemble de la montre. Le seul petit point faible que je peux reconnaître à cette montre, c'est une boucle déployante un petit peu basique qui ne permet pas un réglage, d'affiner le réglage pour l'été, l'hiver. Voilà, on est. Ouais. Oui, Mais c'est vrai que ça fait un petit peu basique par rapport à la Rolex et la Submariner, mais d'un autre côté, elle est plus légère, elle est au toucher. Là, vraiment, moi, je suis très sensible au toucher et à la sensation que peut avoir une montre quand on la tient. Elle est d'une douceur. On a l'impression que bien qu'il y ait des angles et des arêtes un petit peu partout, tout est extrêmement doux. Et vous pouvez voir ici la caractéristique du style Grand Seiko avec cette partie, etc., qu'on pourrait qualifier un peu de convexe. Souvent sur des montres, c'est complètement droit, hein, ouais. sur le côté du boîtier. Et ça, c'est une des caractéristiques de Grand Seiko. Qu'est-ce que tu penses, Hugues, de ce logo GS en applique là, qui est absolument, Il est magnifique, absolument ouais. merveilleux. Il est magnifique. Et puis je peux te dire que, parce que j'aime bien regarder mes montres à la loupe, ça donne une autre vue de l'objet. Et il y a absolument aucune imperfection, quoi. Les lettres, elles sont posées, elles sont magnifiquement découpées. Et voilà, et le travail qui est accompli sur l'ensemble de la montre, c'est là pareil aussi à ce niveau de prix, un rapport qualité-prix, c'est vraiment exceptionnel. Alors justement, raconte-nous où tu l'as acheté. Alors je l'ai acheté chez un adé parisien, Ouais. voilà, bien connu, pas loin de la place Vendôme. Ok, en stock, tu l'as En stock, commandé. non, elle était commandée parce qu'ils avaient ce modèle, mais avec un cadran noir. Ouais. Et comme j'ai du cadran noir, comme on a pu le voir précédemment, j'avais envie de changer. Et puis pour moi, le cadran blanc était plus beau. Donc voilà, je suis parti sur du blanc. D'accord. Quel prix? Prix catalogue 6 500 euros. Donc c'est le prix d'aujourd'hui puisqu'elle a été achetée il y a quelques semaines. Ouais. Et, Tu l'as négocié? je l'ai un petit peu négocié, ouais. Tu l'as un petit peu négocié. Je l'ai un petit peu négocié. Donc ça veut dire que chez Grand Seiko, on négocie, On peut encore négocier. et chez Rolex, on négocie pas. Chez Rolex, on ne négocie plus. Bon, les professionnels, on n'a jamais trop négocié. Ouais, d'accord. Mais je pense que Grand Seiko commence, c'est même sûr, il commence à attaquer le marché européen puisqu'ils vont ouvrir une boutique en nom propre place Vendôme. Ouais. Et C'est prévu, effectivement, hein, en fonction du moment où on va passer cet épisode, ça aura été ouvert ou non. Tu penses qu'ils vont... parce que c'est quand même un grand sujet, hein. Seiko, c'est plus de 130 ans, 140 ans d'histoire. King Seiko, Grand Seiko, Credor, etc. Ils savent vraiment faire de l'horlogerie mécanique, mais ils ont tellement bouleversé le marché et l'histoire de l'horlogerie avec le quartz que ça leur colle à la peau. Tu vois, tu penses qu'ils peuvent, parce que t'es quand même pas loin du prix d'une Submariner. Si on oublie les problèmes de disponibilité, oui, absolument. t'es sur un produit Ouais. qui est, en gros, c'est le même budget, quoi. On est sur le budget, là, tu vois, d'une Datejust. Par exemple, du Datejust 36, on n'est pas loin d'une Submariner. Moi, je pense qu'ils vont. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, depuis à peu près 3 ans, je crois, c'est devenu une marque à part entière, hein, Grand Seiko. Avant, les Grand Seiko étaient marqués Seiko en haut, et puis tu avais Grand Seiko à 6 heures. Maintenant, c'est devenu une marque à part entière. Et forcément, pour le public, c'est difficile de comprendre qu'on peut avoir des montres à 150 euros Seiko en grande surface, hein, et des montres à 30, 40, 50, 60 000 euros. Qui enlève voilà. rien, qui enlève rien à la qualité de Rien à la fabrication des qualité. Seiko à 150 balles. Hein. Absolument, parce que c'est une des rares manufactures à faire 100% de ces pièces. Ouais. Chez Seiko et Grand Seiko, a fortiori, on fait tout de A à Z. Ouais. De spirale, tout, absolument tout. C'est une vraie manufacture. Donc c'est un Made in Japan, pas qu'à 50%. Non, c'est un vrai Made in Japan. Je dis pas qu'il peut y avoir du Made in Suisse, mais rares sont les manufactures Ouais. qui font Ouais. absolument toutes leurs pièces. Ouais. Si tu devais résumer en 15 secondes, pourquoi les abonnés devraient voter pour celle-ci? Une qualité de réalisation exceptionnelle, une montre polyvalente, hein, puisqu'elle est étanche à 100 mètres, on ne l'a pas évoqué, mais si tu as envie d'aller à la mer, tu peux aller à la mer prendre ton bain avec cette montre. Un mouvement d'une précision incroyable. Le côté émotion, parce que si je suis allé sur la Grand Seiko aussi à un moment, parce que évidemment, j'ai lu sur ça et là, sur des forums, oui, mais ta Grand Seiko, c'était pas la mienne, hein, mais la Grand Seiko, dans quelques années, elle vaudra rien, alors que la Submariner, elle vaudra X milliers d'euros.
Mais là, je dis, ouais, l'émotion, elle est où? Elle est Oui, où bah l'émotion? oui, mais tu es tombé sur la bonne chaîne, Voilà. Hugues. Je veux dire, si on raisonne, c'est ce que j'allais dire, il faudra 5-10 ans pour savoir combien cette Seiko vaut sur le marché de l'occasion, qu'est-ce qu'elle sera devenue ou pas. La vraie question, c'est est-ce qu'elle t'aura amené du bonheur pendant les 10 années où tu vas la porter. Les amis, le moment que vous attendez tant est en train d'arriver. Allez, on va partir pour le vote. Alors Hugues, merci beaucoup pour la présentation de ces trois montres. On est vraiment dans un style très très cohérent hein, en termes de collection. Bracelet acier, 39 à 41 mm. Donc si je résume rapidement, alors le vote numéro 1 c'est pour la Rolex Submariner 114 060. Un modèle bien connu, hein, on va dire la descendante d'une 5513, qui est effectivement un peu plus imposante avec ses cornes plus larges, toujours aussi bien finies, un cadran vraiment dans l'ADN Rolex Submariner, avec une lunette en céramique qui plaît ou qui ne plaît pas. On a bien compris que toi ça te plaisait beaucoup, on va dire que c'est quand même la valeur sûre du marché en termes d'émotion, d'histoire et de capacité à être un investissement. Je suis d'accord avec toi, elle réunit tous les atouts. Vote numéro 2, la Tudor Black Bay 41 mm, série limitée Harrods, donc avec la lunette verte, les aiguilles et les index cerclés de gilt, donc doré. Là on est très très proche, hein, puisque c'est la même famille, c'est la même histoire, c'est le même ADN qu'une Submariner, avec des nuances quand même sur le boîtier, la finition, les reflets, le mouvement, et puis le prix. Hein, on est 2 fois moins cher qu'une Submariner, et avec un plaisir et une émotion, en tout cas si on écoute Hugues, qui est équivalent. Vote numéro 3. La Grand Seiko High-Beat GMT, donc un mouvement à 36 000 alternances 5 Hz, avec des reflets, elle pétille, elle scintille. On est vraiment sur un ADN et une façon de fabriquer une montre qui est complètement différent. Il y a un fond qui est ouvert pour voir le mouvement automatique de cette montre. Et on est dans une gamme de prix qui est un tout petit peu en dessous de la Rolex Submariner, et qui est pas loin quand même d'être 2 fois plus cher que la Tudor. Alors, vous savez comment ça fonctionne les amis, vous regardez en haut à droite, hein, c'est pas compliqué, il y a un petit i qui apparaît, vous cliquez dessus, et là vous avez une question qui est simple, quelle est votre montre préférée? Vote numéro 1 Rolex Submariner, vote numéro 2 Tudor Black Bay Harrods 41 mm, vote numéro 3 la Grand Seiko SBG J201 GMT, qui est absolument magnifique. Bon vote, si vous aussi vous avez envie de participer, c'est extrêmement simple, vous m'écrivez comme Hugues l'a fait, pour participer soit à Battle avec un collectionneur, soit à Petite Montre entre amis. On discute, vous me partagez les références, vous m'expliquez de quoi vous avez envie de parler, quel type de montre. Vous voyez bien que tout ça c'est extrêmement subjectif. Je pense que Hugues est d'accord avec moi, on est extrêmement impatient de voir le résultat des votes qui seront présentés sur l'onglet communauté de la chaîne. Vous avez été des centaines à voter pour les différentes battles qui ont été diffusées. Il faut continuer et on comprendra comme ça qui plaît à qui, dans quelles conditions et pourquoi. Sur ce, Hugues, on dit à bientôt. À bientôt Xavier.